Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter des histoires bien particulières. Et pour ça, quoi de mieux que d'être dans un lieu assez particulier pour l'occasion. Aujourd'hui, je vais vous présenter des lieux maudits ou hantés qui ont marqué l'histoire avec une réputation plutôt sinistre. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram AkenTV qui s'affiche juste ici. Et si maintenant vous êtes bien installé, un peu comme moi, même si je suis pas très à l'aise, on va découvrir ensemble ces différents lieux de l'horreur. Perché à l'orée du parc national des Rocheuses, à un peu plus d'1 heure de route de Denver, dans le Colorado, se dresse une bâtisse aussi majestueuse qu'inquiétante, le Stanley Hotel. Avec ses 140 chambres à l'architecture coloniale, ce monument de pierre blanche et de bois sombre est bien plus qu'un simple hôtel de montagne. C'est un lieu chargé d'histoire, un musée vivant de l'étrange, une toile de fond rêvée pour les amateurs de surnaturel. Car depuis son ouverture le 4 juillet 1909, le Stanley n'a cessé de nourrir les légendes, jusqu'à devenir l'inspiration directe de Stephen King pour son roman Shining. Et aujourd'hui encore, des décennies plus tard, des visiteurs du monde entier viennent y chercher frissons et réponses. Est-ce un hôtel hanté ou simplement une vieille bâtisse dont les murs résonnent d'un passé trop lourd? Cet hôtel est né du rêve d'un homme, Freeland Oscar Stanley, un inventeur de renom et le fondateur de la Stanley Steamer Company. Malheureusement, atteint de tuberculose, il avait rejoint les montagnes de l'Ouest en espérant y trouver un climat plus favorable à son repos. Mais en s'y rendant, il a été quelque peu déçu par l'hospitalité assez rustique de la région. Il décide donc alors de faire mieux. Alors, il s'y prend lui-même. Il décide de bâtir un hôtel somptueux, pensé pour les personnes élitistes, avec une vue sur les montagnes. Et l'hôtel, à l'intérieur, était des plus raffinés. Un hôtel qui était censé être resplendissant, être le point de rendez-vous de toutes les personnes raffinées. Mais il y a bien une chose à laquelle Stanley ne s'attendait pas, c'est que l'endroit qu'il allait bâtir allait être considéré comme l'un des lieux les plus hantés de notre monde. Et ce titre n'est pas juste un titre qui a été donné sans raison. C'est un endroit qui a été visité par de nombreux chasseurs de fantômes, d'amateurs du paranormal, et donc beaucoup de personnes ont créé de la documentation sur cet endroit. Il y a eu des émissions entières, des podcasts et même des livres à son sujet. Et pour les spécialistes de ce genre de phénomène, chacune des pièces du Stanley Hotel a été le théâtre d'événements paranormaux. Mais certains endroits l'ont été beaucoup plus que d'autres. Il y a d'abord le Vortex, ce large escalier de bois qui relie le lobby aux chambres du 2e étage. Un escalier d'apparence banale, et que les médiums décrivent comme un portail énergétique, une sorte de tunnel par lequel les esprits passeraient librement. Plusieurs employés ont affirmé y avoir vu des silhouettes, notamment celle d'une fille capturée en photo par un visiteur, alors qu'aucun enfant ne séjournait à l'hôtel même ce jour-là. L'image a fait la une des journaux. Un peu plus loin, il y avait la salle de concert construite par Stanley pour sa femme, Flora. Une salle qui semble encore vibrer au rythme de sa musique. Le piano que Flora chérissait tant, un Steinway offert le jour de l'ouverture de l'hôtel, se met parfois à jouer tout seul, et ce, tard dans la nuit. Depuis la rénovation de la salle en 2000, les témoignages se sont multipliés. Beaucoup sont persuadés que c'est l'âme de Flora qui continue à jouer entre deux silences éternels. Mais il y a un endroit qui semble être le centre de l'activité paranormale. Cet endroit, c'est le 4e étage. Autrefois grenier, puis dortoir pour les employés et leurs enfants, cet étage est aujourd'hui le théâtre de bruits de pas enfantins, de rires étouffés, de portes de placards qui claquent. Et dans la chambre 428, précisément, les visiteurs parlent d'un cow-boy fantomatique qui se matérialise au bord du lit, parfois même offrant un baiser glacial à celles qui dorment seules. Certains disent qu'il s'agirait de l'esprit de Rocky Mountain Jim, une figure historique de la région. Et puis il y a la fameuse chambre légendaire, la chambre 217. C'est là qu'a eu lieu l'un des incidents les plus marquants de l'histoire de l'hôtel. Une nuit glaciale, alors qu'une tempête approchait, la gouvernante Elizabeth Wilson effectuait sa ronde. Elle entrait dans chaque chambre pour allumer les lanternes à acétylène. Et ce qu'elle ignorait, c'est qu'une fuite de gaz avait rempli tout le 2e étage. Lorsqu'elle alluma la lampe de la chambre 217, une explosion retentit, détruisant le plancher et la précipitant dans la salle à manger en contrebas. Miraculeusement, elle a réussi à survivre, avec néanmoins 2 chevilles brisées. Mais même si elle ne mourut pas ce jour-là, certains affirment que son esprit n'a jamais vraiment quitté la pièce. Les phénomènes dans cette chambre précisément sont nombreux. Objets qui se déplacent d'eux-mêmes, des lumières qui s'allument toutes seules, sans raison apparente, et surtout une présence qui envahit la pièce, une présence
très froide, qui semble se glisser parfois entre les personnes qui dorment dans le lit de la chambre, et surtout si ces personnes sont en couple mais pas encore mariées. Il se trouve que Elisabeth, la femme en lien avec cette chambre, était très à cheval sur la morale, et peut-être qu'à l'état d'entité, de fantôme, elle cherche encore à faire appliquer une certaine décence. Mais l'histoire de la chambre 217 ne s'arrête pas là. C'est aussi ici que des années plus tard, Stephen King lui-même y passa une nuit qui allait marquer à jamais la littérature horrifique. C'était en octobre 1974. Stephen King, alors jeune écrivain en quête d'inspiration, est venu passer une nuit au Stanley avec sa femme, juste avant la fermeture hivernale de l'hôtel. Cette nuit-là, il fit un cauchemar. Son fils courait dans les couloirs, poursuivi par un tuyau d'incendie vivant, qui finissait à la fin par l'étouffer. C'est à ce moment-là qu'il se faisait réveiller en sursaut. Il allumait une cigarette à la fenêtre en regardant les montagnes silencieuses, et c'est là que le déclic dans sa tête est arrivé. The Shining venait de naître. Ce roman qui raconte la descente aux enfers d'un écrivain alcoolique enfermé dans un hôtel isolé avec sa famille, qui deviendra plus tard l'un des piliers de la culture horrifique. L'adaptation de Stanley Kubrick, bien que reniée par Stephen King, donnera une seconde vie au mythe, et plus tard, une mini-série supervisée par Stephen King sera même tournée au Stanley Hotel. Mais cet hôtel était présent bien avant que Stephen King le mette en avant. Effectivement, avant le Stanley Hotel, il y avait un autre hôtel qui se trouvait au même endroit, l'hôtel d'Estes Park, un hôtel qui a été bâti en 1878 par le comte de Dunraven, un aristocrate irlandais, mais cet hôtel a connu un destin tragique. Il a été réduit en cendres, abattu par les flammes, et c'est sur ces ruines que le Stanley Hotel a été bâti par la suite. Aujourd'hui, cet hôtel attire toujours les curieux, que ce soit pour l'ambiance ou à la recherche de fantômes, d'activités paranormales, et bien que certains repartent avec parfois une photo floue, des expériences. Ce qui est sûr, c'est que chacun repart avec quelque chose qui les a marqués. Parce que qu'on croit ou non aux activités étranges qui se déroulent au Stanley Hotel, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un endroit comme les autres. C'est un endroit où quand le vent souffle entre ses murs, on peut encore entendre parfois les échos d'un piano solitaire, ou alors les pas d'un cow-boy solitaire mais amoureux, ou encore la respiration silencieuse d'un hôtel qui n'a jamais vraiment dormi. Non loin de Venise, au sud-ouest du Lido, se trouve un archipel silencieux, déserté depuis des décennies. 3 îles, dont 2 naturelles et une artificielle, composent Poveglia. La plus petite, un simple octogone de pierre, servait autrefois de poste de défense. L'autre, aujourd'hui envahie de végétation, ne garde plus que les traces d'un passé oublié. Et enfin, la principale, celle où s'élèvent encore quelques bâtiments rongés par le temps, conserve en elle une mémoire bien plus troublante. C'est là, sur ce fragment d'île, que l'histoire de Poveglia devient moins une simple note de bas de page dans l'histoire italienne, et davantage une légende sombre que l'on raconte à voix basse. Autrefois pourtant, cet endroit était un petit coin paisible, un petit coin de paradis. Les habitants sur place menaient une vie plutôt calme, loin du tumulte du continent. Ils arrivaient à échapper aux taxes. Ils vivaient de petits échanges avec des pêcheurs. Mais c'est au long d'un long conflit naval entre Venise et Gênes, au XIVe siècle, que l'île a été petit à petit abandonnée. C'est encore des siècles plus tard, au XVIIIe, que la Venise s'est dit qu'ils allaient réhabiliter les îles de Poveglia. D'abord, ça devient là-bas une sorte de zone de stockage. C'est là-bas qu'on contrôle les marchandises, notamment des navires qui sont de passage. Et en 1793, 2 navires sont arrêtés. La raison, c'est qu'on les soupçonne de transporter une maladie qui fait des ravages. Cette maladie, c'était la peste. Alors, les passagers, considérés comme malades, ont été placés sur ces îles en quarantaine. C'est à partir de ce moment-là que petit à petit, Poveglia est devenue, de loin, l'écho de la mort. Les rumeurs prétendent que la moitié du sol de l'île serait aujourd'hui composée de cendres humaines. Le chiffre de 100 000 morts circule souvent. Et si certains affirment que les corps furent brûlés, d'autres parlent de fosses de peste, de charniers ouverts et jamais refermés. La vérité reste incertaine, mais le résultat, lui, ne fait aucun doute. Des milliers de personnes ont péri ici, coupées du monde, abandonnées à leur sort. Et au XXe siècle, changement d'époque. Le désespoir est total. Un hôpital psychiatrique
y fut installé. La légende raconte qu'un médecin, devenu fou à force d'expériences sordides, se serait jeté du haut du clocher, non pas tué par la chute, mais par une mystérieuse brume qui aurait englouti son corps. On raconte aussi que les patients, déjà fragiles, voyaient les spectres des pestiférés défiler devant eux, prisonniers de la même terre maudite. Aucune archive ne mentionne ce médecin. Pourtant, la rumeur s'est enracinée, véhiculée par les émissions américaines et les récits populaires. De l'ancienne église San Vitale, détruite lors du passage de Napoléon, il ne reste aujourd'hui que la tour, reconvertie en phare. L'horloge qui y trône date de 1745. Et à quelques kilomètres de là, à Malamocco, une trace de cette église subsiste encore. Un crucifix de plâtre et de craie, fragile vestige d'un culte effacé. Mais sur l'île elle-même, il y a aussi d'autres bâtiments qui restent. Le fameux hôpital psychiatrique, les prisons, il en reste encore des vestiges, bien que la nature ait depuis largement repris ses droits. Les murs s'effondrent au fur et à mesure du temps, les escaliers tombent en lambeaux. Et aujourd'hui, Poveglia est complètement fermé au public. C'est une propriété qui appartient à l'État, et malgré la fermeture au public, au commun des mortels, il est toujours possible d'y accéder. Notamment avec des autorisations spéciales, que ce soit pour des tournages, comme par exemple le Grand JD a pu faire, ça peut être pour des projets photographiques ou même des recherches. Quoi qu'il en soit, beaucoup disent qu'il faut être fou ou désespérément curieux pour demander à poser ses pieds à Poveglia. Car même de loin, en glissant sur le calme en bateau privé, le silence de l'île est extrêmement long. Aucune voix ne s'élève, aucune lumière ne brille, il y a seulement du vent, des ruines et de la végétation. L'histoire de ce lieu semble être une histoire que même Venise elle-même semble vouloir aujourd'hui oublier. Perché à une cinquantaine de kilomètres de Moulins, dans l'Allier, le château de Vaux se semble aujourd'hui endormi, figé dans le silence rural de sa commune. Pourtant, derrière ses vieilles pierres et ses tours de garde, ce lieu porte en lui une histoire faite de jalousie, de cruauté et de fantômes. L'histoire remonte à 1559, lorsqu'un certain Guy de Daillon, seigneur de Vaux, épousa Jacqueline de Lafayette. Peu de temps après le mariage, une jeune fille de 18 ans, prénommée Lucie, se présenta au château. Noble, mais sans fortune, Lucie était d'une beauté éclatante et elle le savait bien. Séduit, le seigneur l'engagea immédiatement comme servant. Et il n'en fallut pas plus pour que leur complicité évolue. Les récits racontent que Guy de Daillon, charmé, lui offrait ses trophées de chasse. Il a même fait d'elle sa maîtresse. Un affront qui était difficile à digérer pour son épouse légitime, reléguée à l'arrière-plan de ce triangle amoureux dramatique. Jacqueline, blessée dans son orgueil, dans son amour-propre et rongée par la jalousie, ne pouvait pas, en tant que femme de l'époque, s'opposer directement aux volontés de son mari. Alors, elle a attendu patiemment que son heure vienne. Et cette opportunité est arrivée quand son époux a été appelé aux armes. Une fois que cet homme avait quitté son domicile pour partir au front, c'est donc l'épouse, en tant que maîtresse du domicile, qui a pu faire sa loi comme elle le désirait. Tout de suite, elle a fait enfermer la maîtresse de son mari, Lucie, dans une cellule du premier étage de la tour mal coiffée, qui avait été au préalable vidée pour accueillir cet ennemi que Jacqueline s'était fait. Dans cette tour humide, froide et complètement isolée, Lucie a commencé à dépérir au fur et à mesure du temps. La baronne venait de temps en temps lui rendre visite, pour l'humilier, pour la narguer. Et c'est dans ces conditions, au bout de quelques mois, que Lucie a finalement perdu la vie. Le temps a passé, et c'est par une nuit d'automne, alors que la pleine lune filtrait à travers les nuages, que certains villageois affirment avoir vu Lucie pour la première fois. Une silhouette blanche assise sur les créneaux de la tour, et depuis, à minuit, elle apparaîtrait encore. Dans la salle des gardes, sur le chemin de ronde, son spectre flotterait en silence, rappelant à tous que l'amour, la jalousie et la haine peuvent parfois lier une âme à jamais. On ne suit jamais ce que fit la baronne du corps. On suppose qu'il fut jeté dans les oubliettes de la tour en 1560 comme un secret honteux qu'on préfère dissimuler. Les siècles passèrent, mais Lucie ne disparut pas des mémoires. Au XVIIe siècle, le baron Amable de Blich déclara avoir vu une silhouette lumineuse sanglotant dans la nuit. Au XIXe siècle, le curé rapporta qu'un valet d'écurie, Denis Vincent, avait senti une force invisible le projeter contre un mur juste avant d'apercevoir une femme éthérée glisser dans l'ombre. En 1963, un psychiatre allemand, le docteur Rudolf Schmidt, accompagné de son chien, fit lui l'expérience d'un hurlement canin soudain
alors qu'une forme pâle se dessinait sur le mur. Il prit une photo, mais la pellicule ne révéla absolument rien. Mais tout cela, ce n'était que le début. En 1967, un radiesthésiste écossais, John McCain, observa un phénomène étrange entre minuit et 1 heure. Les souris qu'il avait rapportées, sensibles aux énergies, devinrent soudain incontrôlables. En 1971, un expert en ondes venu de Los Angeles assura avoir détecté un passage d'ondes non identifié sur ses appareils. Les journalistes commencèrent à s'intéresser à cette fameuse dame blanche. Le baron Ephraim Tagori de la Tour, ancien ingénieur d'armement devenu aventurier, racheta le château en 1970. Fasciné par les légendes, il alerta les médias et tous sont venus. Le château a repris vie, rythmé par les expositions et les visites nocturnes où l'on cherchait à apercevoir Lucie, la fameuse dame blanche du château. Mais c'est la nuit du 8 au 9 août 1984 que tout a basculé. Ce soir-là, Jean-Yves Casga, journaliste pour France Inter, décida de mener l'enquête avec 2 équipes. 12 micros furent posés, une caméra installée dans la salle de gare, et peu avant minuit, un point lumineux apparut sur le mur. Il se déplaçait, disparaissait, puis réapparaissait ailleurs, sans jamais projeter d'ombre, sans source apparente. Et c'est pendant 25 minutes durant que ce phénomène a persisté. La caméra n'enregistra rien d'autre. Seules quelques pellicules de photos révélèrent une forme vaporeuse, vaguement féminine. Et ce soir-là, dans un silence tendu, un médium, sa petite fille, des techniciens et une journaliste assistèrent à quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer. Une forme blanchâtre, de la taille d'une chouette, apparut, se déplaçant lentement vers le chemin de ronde, puis disparut. Au même instant, un son perçant jaillit d'une autre pièce, enregistré par un micro avant que celui-ci ne s'éteigne pour de bon. Le technicien responsable, terrifié par ce qu'il avait entendu, s'est enfui immédiatement. Naturellement, certains restent sceptiques vis-à-vis de tous ces événements. Certains pensent que c'était simplement dû à un reflet de la Lune, ce qui pourrait être une explication plutôt facile, assez rassurante, mais ceux qui étaient plus mitigés, eux, restaient sur leur faim. Cette explication ne collait pas vraiment à ce qui avait pu se passer. Le baron, lui, a affirmé avoir vécu ce genre d'événement au moins une douzaine de fois, et une nuit, en 1972, il a décidé de quitter les lieux après avoir entendu un son, un long cri qui semblait venir de nulle part qui l'a terrorisé. Avec les années, l'agitation qui était liée à ce château est retombée. Le baron, vieillissant, a cessé d'organiser des événements et il a perdu la vie en 1998 ruiné. Aujourd'hui, sa veuve et leur fille vivent à Versailles et le château appartient à une propriétaire britannique qui affirme de son côté, elle, n'avoir rien vu. Mais elle admet parfois que certains de ses invités, eux, ne disent pas la même chose. Pour beaucoup, Lucie n'a jamais quitté les lieux. On l'appelle la Dame Blanche, et quand la brume se lève sur la tour mal coiffée, certains jurent encore la percevoir, comme une gardienne muette d'un passé tragique que le temps n'a pas su effacer. En plein cœur du quartier de Fairmount à Philadelphie, s'élève l'imposante silhouette de l'Eastern State Penitentiary. Avec ses airs de château gothique en ruine, cette ancienne prison est considérée comme l'un des lieux les plus hantés de Pennsylvanie, peut-être même de tout le pays. Aujourd'hui, l'édifice en décomposition accueille des visites touristiques, des expéditions historiques et chaque automne, cet endroit devient l'un des lieux hantés les plus terrifiants des États-Unis. Mais derrière cette agitation un peu touristique, une question se pose. Est-ce que cet endroit est réellement hanté? Lorsque cet endroit a été construit en 1829, c'était considéré comme une révolution. À l'époque, c'était un bâtiment qui était considéré comme l'un des plus coûteux du pays. Inspiré par la vision des Quakers qui rejetaient les châtiments corporels, cette prison devait réformer l'âme des criminels par l'isolement et la repentance. Chaque détenu là-bas avait sa propre cellule. Une cellule chauffée, équipée de toilettes, mais aussi d'un robinet. C'était quand même une prison qui offrait tout de même un certain confort. Cette prison se voulait comme assez moderne, mais à l'intérieur des murs, il y avait quand même des choses qui faisaient que cet endroit n'était pas un lieu où il faisait bon vivre. Aucun contact n'était permis, que ce soit par le regard, par la voix. C'est pour dire, les prisonniers portaient même des cagoules pour ne jamais croiser le regard d'un autre détenu. La nourriture était servie par une trappe et les gardiens couvraient leurs pas avec un tissu pour ne jamais faire de bruit. La seule lumière qui pouvait éclairer une cellule venait d'un trou fait au niveau du plafond qui était appelé l'œil de Dieu. Ce silence absolu brisait les esprits. Les prisonniers n'avaient droit qu'à la Bible, et l'un d'eux, Matthias Macumsey, condamné pour homicide involontaire, mourut pour avoir simplement tenté de parler à son voisin de cellule. Les gardiens l'avaient puni avec un dispositif atroce,
l'iron gag, une pièce métallique fixée sur sa langue, reliée à ses poignets, attachée dans son dos. 1 heure plus tard, il fut retrouvé mort, la langue arrachée, noyé dans son propre sang. D'autres tortures firent leur apparition. La matchère, où l'on ficelait les détenus si étroitement qu'ils ne pouvaient plus bouger un muscle pendant plusieurs jours, jusqu'à parfois devoir être amputés. Ou encore, en hiver, les bains glacés. On trempait la tête d'un prisonnier dans de l'eau gelée, puis on l'accrochait au mur pour qu'il gèle lentement, dans le silence et l'obscurité. Et tout cela, tous ces systèmes qui étaient là pour purifier l'âme des prisonniers, quand ils se sont fait connaître, ont horrifié le monde entier. En 1842, Charles Dickens a visité la prison et il en est ressorti tout bonnement écœuré, en qualifiant cet isolement imposé d'infiniment plus cruel qu'une torture physique. Et c'est des décennies plus tard, dès 1913, que petit à petit la prison a commencé à mettre fin à ce genre de sévices. Néanmoins, toutes les atrocités, toutes les horreurs avaient déjà été commises. Cette prison resta active jusqu'en 1971, puis elle ferma ses portes, jugée trop coûteuse pour être rénovée. La prison est donc restée abandonnée pendant une vingtaine d'années avant de rouvrir, au cours de l'année 1994 pour cette fois-ci devenir un musée. Et il semblerait que pendant ces périodes d'horreur, mais aussi d'abandon, une activité paranormale se soit développée. Depuis son ouverture au public, des milliers de visiteurs disent avoir vécu des phénomènes inexpliqués. Des rires d'enfants, des murmures, des pleurs, sans que personne ne soit à l'origine de ces sons. Des ombres mouvantes dans les couloirs, un homme visible dans une tour de garde dont l'accès est aujourd'hui totalement effondré. Et puis, il y a cette femme mystérieuse, vêtue de blanc, toujours assise dans la dernière cellule de l'ancien quartier des femmes. Les employés l'appellent simplement The Soap Lady. Elle ne parle pas, elle regarde juste, elle attend. De nombreuses grandes émissions sur le paranormal se sont précipités sur ce sujet, comme Ghost Adventure, qui a capté des voix sans corps. L'émission Ghost Hunters a filmé une silhouette dans le bloc 12. L'émission Most Haunted a observé des objets se déplacer seuls et a prétendu entrer en contact avec plusieurs esprits, et parmi eux, un des détenus les plus célèbres de la prison, le mafieux Al Capone. Ce célèbre gangster de Chicago avait passé 8 mois dans une cellule de ce pénitencier. D'ailleurs, cette cellule ressemblait plus à une sorte de salon chic qu'à une cellule de prisonnier. Il y avait un tapis, du mobilier raffiné, des tableaux, mais derrière ces apparences de confort, il semblerait qu'Al Capone, pendant sa détention, hurlait la nuit. Il suppliait un certain Jimmy de le laisser tranquille. Et ce Jimmy aurait été identifié. Il s'agirait en fait de Jimmy Clark, l'une des victimes de ce gangster. Victime qui a perdu la vie au cours du célèbre massacre de la Saint-Valentin organisé par Al Capone. Et d'ailleurs, il semblerait que cette hantise a duré même après la libération du mafieux. Ce Jimmy semblait le suivre après sa libération. Aujourd'hui encore, des milliers de visiteurs arpentent les couloirs fissurés de la prison. Certains viennent pour les expositions historiques, d'autres pour le frisson. Et chaque automne, le site se transforme en une maison hantée géante. Terror Beyond the Walls, avec plus de 200 acteurs, des couloirs plongés dans l'obscurité, des effets spéciaux conçus pour faire hurler les plus téméraires. Et pour les plus intrépides, un petit signe sur le poignet vous permet d'être attrapé, séparé du groupe, emmené dans des recoins secrets, comme si le pénitencier ne se suffisait pas à lui-même. Mais parfois, il suffit de tendre l'oreille dans un couloir désert ou de sentir cet air glacé qui vous frôle la nuque, pour comprendre que les fantômes du pénitencier ne sont pas là uniquement pour Halloween. Ils étaient là avant les caméras, avant les cris, et ils ne sont jamais vraiment partis. Perché à flanc de falaise, tourné vers l'ouest et vers les brumes de mer qui effacent l'horizon, le village d'Outouvent se dresse dans un silence étrange. Enveloppé d'une épaisse végétation, le bourg abandonné semble figé dans le temps, presque irréel, comme tout droit sorti d'un film post-apocalyptique. Les seules choses qui brisent le silence ici sont le bruit des vagues, le bourdonnement des moustiques et le chant des oiseaux. Tout le reste a complètement disparu. Les rires, les voix, les conversations des pêcheurs, ce n'est plus qu'un murmure enfoui sous les feuilles. Outouvent, qui signifie la baie arrière, se trouve sur l'île de Shengshan, à une cinquantaine de miles de Shanghai. C'était autrefois un village de pêcheurs, assez florissant d'ailleurs, qui comptait près de 3000 habitants. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tous les signes qu'il y avait de la vie à l'époque ont quasiment disparu. Les toits s'effondrent, les fenêtres sont brisées et les murs commencent à tomber. Concrètement, la nature dévore au fur et à mesure du temps ce que l'homme y avait bâti. Tout a commencé dans les années 1990. Ce village, trop isolé et trop difficile d'accès,
a peu à peu perdu ses habitants. L'école la plus proche se trouvant à Xingshan, la ville principale de l'île, mais les enseignants devaient s'y rendre à pied, dans le noir, sur des chemins quasiment impraticables. Les pêcheurs, eux, rentraient chaque soir avec des filets de plus en plus vides. L'épuisement des ressources maritimes conjugué à l'absence d'infrastructures a fini par provoquer l'exode des habitants. En 2002, Utovan est officiellement déclaré abandonné. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée avec cet abandon. En 2015, des photographies de ce village dévoré par la nature deviennent virales. Très vite, l'endroit attire des touristes, des photographes et des amateurs de sensations étranges. Une plateforme d'observation est construite en 2017, suivie de sentiers de randonnée. Chaque jour, des visiteurs bravent les chemins boueux et les ruelles branlantes pour s'immerger dans cet univers fantomatique, où les maisons sont drapées de lierre et où la lumière filtre à travers les vitres brisées avec comme une grâce surnaturelle. Certains viennent sur place pour comprendre, pour tenter de saisir ce qui a bien pu se passer ici. C'est comme si cet endroit avait toujours appartenu à la nature. Pourtant, cet endroit n'est pas totalement désert. Bien que la majorité des habitants soient partis, aujourd'hui 5 personnes vivent encore sur place. Parmi eux, Sonayu, âgé de 62 ans, qui est un ancien pêcheur. Cet homme habite une modeste maison aux abords du chemin principal et lui se souvient encore de l'âge d'or de cet endroit. Il se souvient des parties de mahjong, de tous les bateaux qui quittaient l'endroit, qui revenaient. Mais il se souvient aussi de la disparition des ressources, au fur et à mesure, du départ des familles qui occupaient l'endroit. C'était un lieu qui, une fois la lumière du jour partie, était complètement dans l'obscurité et les professeurs devaient avancer dans le noir. Et une autre personne, Wangui, lui, revient de temps en temps. Il avait 5 ans quand sa famille a quitté cet endroit. Il revient de temps en temps, maintenant qu'il est diplômé, pour honorer certains de ses souvenirs, repenser à son enfance qui lui semble maintenant bien loin. Pour beaucoup, Utovan est un simple village oublié. Pour d'autres, c'est un mythe. Ils se demandent encore comment est-il possible que de la vie ait pu être présente ici. Pour Lin Fazen, un autre habitant, ce village n'a rien de fantomatique. On l'appelle le village fantôme parce qu'on a prétendu qu'il y avait des fantômes, mais pour lui, visiblement, il n'en est rien. Et peut-être que c'est ça, le vrai mystère de cet endroit. C'est que ce n'est pas un décor monté pour des touristes à la recherche de sensations fortes. Ce n'est pas une mise en scène, c'est simplement un endroit réel, chargé d'histoire et aujourd'hui de silence, un fragment de vie figé dans la nature, comme une blessure lente, verte et magnifique. Au pied du mont Fuji, à l'ombre de ces neiges éternelles, s'étend une forêt dense, opaque et presque irréelle. Cet endroit s'appelle Aokigahara, ce qui signifie littéralement la mer d'Ar. Mais dans le reste du monde, on la connaît sous un autre nom, bien plus sinistre. Ce nom, la forêt des suicides, en lien avec le nombre de personnes s'étant donné la mort sur place. Un nom chuchoté à voix basse, qui évoque des récits effrayants, des âmes en paix, et une lourdeur presque palpable, comme si chaque tronc, chaque mousse, portait encore l'écho d'un dernier souffle. Cet endroit est un lieu d'une beauté saisissante, une forêt ancienne née il y a plus de 1000 ans, d'une coulée de lave du mont Fuji, qui a figé la terre dans une texture irrégulière, poreuse, presque vivante. Le sol y est dur, hérissé de roches volcaniques, et les racines des arbres y serpentent en silence, comme des veines sous la peau de la terre. Mais ce n'est pas le relief qui trouble le visiteur, c'est l'étrange absence de son. Le substrat volcanique absorbe les bruits, étouffe les pas, les voix, les battements de cœur. On a souvent dit qu'on pouvait marcher des heures dans cette forêt sans croiser personne, ni même entendre le chant d'un oiseau. Pourtant, cette forêt est loin d'être vide. Sous la canopée épaisse formée par les cyprès hinoki et les grands êtres japonais, la lumière peine à filtrer. Les rayons du soleil s'égarent dans les feuillages et même par temps de pluie, les gouttes ne semblent jamais atteindre le sol. Un climat frais et humide y règne, propice au développement d'une végétation foisonnante. Des mousses d'un vert profond tapissent les troncs et les pieds, tandis que des plantes discrètes comme les bryophytes prospèrent dans l'ombre. À cela s'ajoutent les habitants plus mobiles comme des sangliers, des cerfs, des écureuils et même l'ours noir d'Asie. La vie ici s'infiltre dans les moindres recoins, silencieuse, discrète mais surtout vigilante. Et pourtant, malgré cette richesse naturelle incroyable, ce n'est pas pour ça que la forêt est réellement devenue célèbre et je dirais même tristement célèbre. Effectivement, depuis les années 60, cette forêt est surtout associée à la mort, à la solitude, à la souffrance. Dans cette société japonaise qui est marquée par la pression sociale,
l'acharnement au travail, l'isolement et aussi le tabou concernant les fragilités mentales, cette forêt est devenue en quelque sorte comme un dernier refuge pour ceux qui n'en voyaient pas d'autres. C'est devenu un endroit où beaucoup sont venus pour mettre fin à leur jour, à l'abri des regards et sans témoins. Ce phénomène a entraîné la mise en place de patrouilles régulières, de panneaux d'information au début des sentiers et même de caméras de surveillance. Les chiffres officiels des décès ne sont plus publiés depuis 2010 dans l'espoir de freiner la fascination morbide que suscite ce lieu. À l'entrée de la forêt, une pancarte invite les visiteurs à réfléchir sur la valeur de la vie. Un numéro de téléphone y est inscrit pour ceux qui se sentent perdus. Il est écrit « Votre vie est précieuse. Pensez à ceux qui vous aiment. N'affrontez pas vos problèmes seuls. » Mais les statistiques, au-delà de ça, ne racontent pas toute l'histoire. Cette forêt est aussi un lieu où prend place une grande partie du folklore japonais. Selon la légende, des Yurei, donc des esprits vengeurs des morts, errent ici entre les arbres. Ces entités, semblables à des fantômes, seraient nées de la souffrance des mortels et ils seraient piégés précisément dans cette forêt. Certains décrivent ces apparitions comme la vision de véritables démons, et ce sont par exemple ce genre de récits qui définissent les craintes des Japonais vis-à-vis de la forêt. Certains ont peur de s'y aventurer, que ce soit pour croiser ces démons ou alors des personnes qui se sont donné la mort. Et en 2017, cet endroit a été le sujet d'une controverse mondiale en lien directement aussi avec YouTube. Le youtubeur Logan Paul, un américain, a filmé un corps et a diffusé les images sur sa chaîne YouTube. Et l'indignation a été immédiate au Japon comme ailleurs. Cet épisode a marqué un véritable tournant. Les autorités japonaises ont renforcé les mesures de sécurité, mais surtout, cela a rappelé au monde entier que certains lieux, aussi fascinants soient-ils, méritent qu'on les aborde avec retenue, mais surtout avec pudeur et respect. Parce que cette forêt d'Aokigahara n'est pas un décor de film, même si certains s'en sont inspirés, ce n'est pas non plus une attraction touristique malgré le nombre croissant de visiteurs. C'est un endroit chargé d'histoire et d'émotions. Et si l'on doit s'y aventurer un jour, ce n'est pas à la recherche de sensations fortes, mais surtout pour écouter ce qui nous entoure, pour comprendre et surtout pour ne jamais oublier que derrière chaque arbre, il y a peut-être une vie qu'on n'a pas su retenir. Parmi les vieilles bâtisses que l'Amérique aime surnommer les plus hantées, peu suscite autant de fascination que la Whaley House. Nichée au cœur de San Diego, elle ressemble à première vue à une demeure bourgeoise classique du 19e siècle. Et derrière ces murs de briques rouges se cache un passé d'une noirceur inattendue. Un passé fait de tragédies familiales, d'exécutions publiques et de spectres qui, dit-on, continuent de hanter les lieux. Au départ, ce devait être une simple histoire d'opportunité. Un couple ambitieux, Thomas Whaley et son épouse Anna Eloise, portés par la fièvre de l'or en Californie, qui décident de s'installer à San Diego en 1853. Ils ont la volonté de bâtir un avenir, un foyer et une entreprise. La maison est construite quelques années plus tard et devient non seulement leur lieu de vie, mais aussi un centre de commerce. Une boutique au rez-de-chaussée, des pièces louées à un tribunal ou à une troupe de théâtre au premier étage. Mais la pierre sur laquelle ils ont bâti ce rêve était déjà peut-être un peu maudite. Avant même que soit érigée la Whaley House, un homme aurait été pendu sur le terrain. Yankee Jim Robinson, un voleur de bateaux, un fauteur de troubles, mais également un persona non grata à San Diego. Cet homme, suite à la tentative du vol d'un bateau, a été condamné à la pendaison en 1852. Certains affirmaient qu'il ne souhaitait juste qu'emprunter le dit bateau. Mais malheureusement, atteint d'une fièvre, mais aussi d'une blessure à la tête, lors de son procès, il s'est présenté sans défense. Et alors que ses complices, eux, ont eu le droit à la prison, lui a été condamné à la pendaison. On raconte que l'arbre utilisé pour faire potence de cet individu est l'arbre même qui se trouvait sur le terrain plus tard acquis par Thomas Whaley. Dès lors, le destin de la famille Whaley s'est comme assombri. Moins de 2 ans après avoir emménagé, la famille a quitté précipitamment la maison en 1858, accablée par une série de malheurs. Leur boutique a brûlé et leur jeune fils Thomas Jr. est mort seulement à l'âge de 18 mois. Ils se sont exilés à San Francisco, où ils ont eu 3 enfants, George, Violette et Cory. Et tous sont revenus 10 ans plus tard dans la fameuse maison bâtie par leurs parents, qui était cette fois-ci vide et bien silencieuse. Et selon certains, elle était d'ores et déjà habitée par des présences qu'ils ne pouvaient expliquer. Parmi les rumeurs les plus persistantes, l'un des habitants de cette maison était l'homme qui avait été pendu sur le terrain où elle a été bâtie. Des témoins ont dit ressentir sa présence dans les couloirs de la maison, comme une force qu'on ne voyait pas,
mais dérangeante. Et même la famille Whaley elle-même a parlé de bruits étranges qu'ils n'expliquaient pas, de pas fantomatiques. Et donc les membres de la famille pensent que cet homme pendu aurait en quelque sorte lancé une malédiction sur la maison. Et pour cause, l'exécution qui pour lui était injuste. Et au-delà de cet homme pendu, d'autres entités se seraient également invitées dans la demeure. Une ancienne employée affirme avoir vu à plusieurs reprises l'apparition d'une fillette dans la salle à manger. Elle l'aurait identifiée comme Annabelle Washburn, une camarade de jeu des enfants Whaley, morte tragiquement après avoir couru dans un fil à linge et s'être brisé la nuque. Thomas l'aurait retrouvée et posée sur la table à manger, où elle aurait rendu son dernier souffle. Pourtant, aucune trace d'une Annabelle Washburn dans les registres de la ville. Alors, si cet enfant n'a jamais existé, qui hante la salle à manger? Le drame le plus éprouvant pour la famille était probablement celui concernant Violette. Elle s'est mariée lors d'une double cérémonie en 1882 et elle a été abandonnée par celui qu'elle a épousé 2 semaines après son mariage. Rongée par la honte et la tristesse, elle s'est tirée une balle en plein cœur avec le pistolet qui appartenait à son père. Elle n'était âgée que de 22 ans. Après cette tragédie, Thomas a déménagé toute la famille dans une autre maison, où lui a perdu la vie en 1890. Mais la Whaley House ne sera jamais vraiment délaissée. Les membres restants de la famille y reviennent en 1912. Anna et Louise y meurent l'année suivante, suivies de leur fils Francis en 1914. Corinne, la dernière survivante, y a vécu seule jusqu'à sa mort en 1953. Et c'est en 1960 qu'une association historique de San Diego décide de rénover la maison. Et depuis cette rénovation, des témoignages concernant des événements étranges se sont multiples. Des voix désincarnées, des silhouettes fugitives ou même des pleurs dans l'escalier. C'est donc cela l'atmosphère qui règne aujourd'hui dans la maison. Une atmosphère pesante, presque figée, qui donne l'impression que les murs eux-mêmes se souviennent de l'histoire horrible qui a traversé la maison. Alors que ce soit une simple légende urbaine ou une relique véritablement hantée, ce que l'on sait, c'est qu'au cœur de San Diego, une vieille bâtisse de briques continue de fasciner, d'inquiéter et de donner une voix aux morts qui n'en ont plus. En plein cœur d'Édimbourg, dissimulé derrière les murs de la vieille ville, se trouve un cimetière au charme trompeur, Greyfriars Kirkyard, avec ses allées envahies de mousse et ses pierres tombales, rongées par le temps, et aujourd'hui considéré comme l'un des lieux les plus hantés du monde. Ce petit cimetière gothique, à l'allure paisible le jour, devient à la nuit tombée le théâtre de récits aussi terrifiants que fascinants. Car ici, l'histoire et le surnaturel se confondent. Tout commence au XVIe siècle. C'est un monastère qui a donné son nom au lieu. Et depuis cette période, le cimetière a vu passer bon nombre de conflits. Et parmi eux, un des événements les plus tragiques de l'Écosse, celui de la prison des Covenanters. En 1679, plus de 400 presbytériens écossais furent enfermés dans des conditions inhumaines pour avoir défié l'autorité du roi Charles II. Exposés à la faim, au froid et à la maladie, nombreux d'entre eux y laissèrent la vie, abandonnés derrière ces murs silencieux. Mais s'il est un nom qui revient inlassablement concernant ce fameux cimetière, c'est celui de George Mackenzie, surnommé Mackenzie le Sanglant, le persécuteur acharné des Covenanters qui repose dans un mausolée tristement célèbre, le mausolée noir. Et selon beaucoup, cet homme n'y repose pas en paix. En 1998, il y a eu une nuit glaciale. Un vagabond qui était à la recherche d'un abri s'est rendu dans le cimetière espérant échapper au vent glacial. Sauf qu'en arpentant les différentes allées, il a trébuché et s'est retrouvé par mégarde dans le mausolée où reposait Mackenzie le Sanglant. Et beaucoup disent qu'en forçant l'entrée malgré lui du mausolée, il a brisé un sceau. Il a libéré quelque chose qu'on avait cherché à enfermer dans le mausolée. Depuis cette nuit-là, les phénomènes étranges se sont multipliés. Des visiteurs rapportent avoir été griffés, mordus ou avoir senti des mains invisibles les agripper. Certains se sont évanouis, d'autres ont été pris de panique. On a retrouvé sur certains des ecchymoses, des brûlures ou des marques sur la peau apparues sans aucune explication. Des bruits sourds résonnaient entre les tombes, des rires grinçants surgissaient du néant et des gémissements égarés flottaient dans l'air. Cet air glacial, complètement inhumain. Et justement, c'est ce froid, la sensation qui revient le plus. Un froid profond qui ronge les os, comme si ce froid cherchait à repousser les vivants qui s'aventuraient sur place. Certains ont ressenti des nausées, d'autres un mal-être si violent qu'ils ne pouvaient rester sur place. Ce mausolée noir semble encore aujourd'hui respirer, expirant comme une sorte de haine très ancienne qui refuse de mourir. La situation est devenue si préoccupante que la ville d'Édimbourg a pris une décision assez rare.
sceller l'entrée du mausolée pour tenter de contenir ce qu'il en fait. Mais peut-on vraiment enfermer un poltergeist? Parce que Mackenzie n'est pas seul. D'autres présences seraient dans ce fameux cimetière. Des silhouettes d'enfants, silencieuses. Des enfants qui seraient en réalité des victimes oubliées d'épidémies. Et certains visiteurs affirment aussi avoir aperçu des oiseaux translucides, faits de brume, posés sur les pierres tombales. Des sortes de visions fugaces comme des fragments d'un autre monde. Aujourd'hui, pour les plus téméraires, des visites nocturnes sont organisées pour explorer le cimetière. Et pendant cette visite, on raconte certains témoignages, certaines légendes entourant le dit cimetière qui fascine tant. Et beaucoup disent apercevoir des orbes lumineux, des ombres, ce genre de choses, des preuves selon eux que le fantôme de Mackenzie le Sanglant est bel et bien là. Et autre chose qui fascine vis-à-vis de toutes ces histoires de mort, c'est aussi une histoire de fidélité et d'amour. Celle de Greyfriars Bobby, un petit chien qui, après la mort de son maître, resta fidèle à sa tombe pendant 14 ans. Petite anecdote, on dit que c'est dans ce cimetière que l'auteur controversé maintenant J.K. Rowling a trouvé l'inspiration pour de nombreux noms des personnages de sa saga à grand succès, qui va d'ailleurs bientôt revenir sur les écrans, Harry Potter. Situé à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Berlin, Belitz-Elstatten est un vaste complexe hospitalier abandonné, enveloppé d'une atmosphère spectrale qui fascine autant qu'elle dérange. Construit à la fin du 19e siècle, ce site médical de grande ampleur fut à l'origine une clinique spécialisée dans le traitement de la tuberculose, une maladie qui était alors incurable et hautement contagieuse. Ce site fut choisi pour son air pur et sa forêt dense propice à l'isolement et à la convalescence. Le sanatorium de Belitz, lui, ouvrit ses portes en 1902 et très vite, il s'étendit sur plus de 60 bâtiments, tous conçus dans un style architectural élégant, mélange de briques rouges, de tours élancées et de grandes fenêtres ouvertes sur la nature. Le complexe était à la pointe de la médecine de l'époque. Les patients étaient soignés par le repos, l'air frais et une alimentation riche. Certains bâtiments étaient même dotés de solariums et de vastes terrasses où les malades passaient des heures, même en plein hiver, emmitouflés dans des couvertures sous la neige. Et pendant la Première Guerre mondiale, cet endroit a été transformé en hôpital militaire. Et on raconte qu'en 1916, un Allemand extrêmement connu et qui a fait beaucoup de mal, un certain moustachu, y aurait même été soigné. Et d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a eu un rôle beaucoup plus important, cette fois-ci en 1945, il y a eu des bombardements qui ont touché l'hôpital, laissant des bâtiments complètement détruits. À la fin de la guerre, c'est l'armée rouge qui a pris le contrôle de l'endroit. C'est alors devenu un hôpital militaire soviétique qui a fonctionné jusqu'au début des années 1990. Les bâtiments furent modernisés, mais une grande partie conserva son apparence d'origine. Et c'est à partir de 1994 que là, les bâtiments ont été progressivement abandonnés. Comme dans le cadre de beaucoup d'abandons de lieux, la nature petit à petit, sans l'occupation humaine, a commencé à se réinstaller, à reprendre ses droits. Et aujourd'hui, le célèbre Appenhaus, l'un des bâtiments principaux, est célébré actuellement pour sa forêt suspendue. Un phénomène rare où une végétation dense a colonisé les étages supérieurs et les toits effondrés. Mais cet endroit n'est pas seulement un joyau architectural déchu, c'est aussi le théâtre de légendes urbaines et de récits très étranges. Certains visiteurs évoquent des malaises soudains dans la vieille chirurgie, l'un des bâtiments qui est des plus délabrés, où se déroulaient autrefois les opérations sur les patients. Les témoignages font aussi état de portes qui claquent sans raison, des bruits de pas dans les couloirs, alors que personne n'est là, et même de voix chuchotées dans les étages abandonnés. À tel point que les guides touristiques du site ont dû suivre des formations de premier secours face à la fréquence de ces incidents complètement inexpliqués. Et justement, un des endroits les plus fascinants de ce lieu, c'est la salle d'opération. Un endroit qui est très connu de par une photo montrant la présence encore imposante de cette énorme lampe de chirurgie. Imaginez cet endroit qui était aseptisé, on faisait tout pour qu'il n'y ait pas de microbes, de bactéries, aujourd'hui est un endroit où la nature est partout. Au fil des années, l'hôpital est devenu un haut lieu de tourisme de l'étrange, attirant explorateurs urbains, des photographes, des personnes à la recherche de frissons, mais aussi des chasseurs de fantômes. Beaucoup de reportages, ou même de vidéos amateurs, ont alimenté la réputation de cet endroit comme étant un lieu hanté, notamment autour de la salle de chirurgie, dont les fenêtres éventrées et les couloirs décrépits composent un décor tout droit sorti d'un film d'horreur. Aujourd'hui, il existe encore des visites guidées, encadrées bien sûr de ce site, un lieu qui fascine car il incarne un centre médical qui était en son temps assez avant-gardiste, mais tout de même un lieu témoin de tragédies humaines. Et on ressent toujours dans ces structures vieillissantes, abandonnées, le poids d'un passé qui n'arrive pas à être effacé. On ressent toujours une certaine douleur qui a
traverser ces lieux. Si aucun phénomène paranormal n'a jamais été formellement prouvé, là-bas, le site n'en reste pas moins chargé de cette fameuse présence étrange, une présence presque palpable que ressentent ceux qui s'y aventurent. Surtout lorsque la brume tombe sur les ruines et que le silence devient trop pesant. Mesdames et messieurs, on a fini pour ce petit iceberg des lieux hantés, des lieux maudits. Évidemment, il y en a énormément. J'ai essayé de vous en présenter certains que probablement vous allez découvrir dans cette vidéo. En tout cas, j'espère du fond du cœur. Vous me direz hein, si vous en connaissez parmi la liste que j'ai pu vous évoquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, que vous avez aimé la petite ambiance, etc. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, AkenTV, qui s'affiche juste ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!